l'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à l'écoute de Waga FM, la radio de toutes les générations. Vous êtes au journal de 7 heures de ce lundi 31 octobre 2016. C'est une édition spéciale consacrée à l'an 2 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Au menu de ce journal donc, vous aurez droit à un rappel des événements ayant marqué les 3 derniers jours de Blaise Compaoré au pouvoir au Burkina Faso. On parlera aussi des baptêmes de rue ainsi que de la rencontre du chef de l'État burkinabé avec les familles des victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. C'était hier samedi au palais présidentiel. Et dans le reste de l'actualité nationale, nous aurons donc une fenêtre sur la 14e édition du CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, qui bat son plein depuis quelques jours dans la capitale burkinabé. Et puis en sport, les nouvelles du Tour cycliste international du Faso vous seront servies dans cette édition du journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Le Burkina Faso tout entier commémore depuis hier 30 octobre 2016 l'an 2 de l'insurrection populaire de 30 et 31 octobre 2014. À cette occasion, donc, où le Burkina Faso commémore cet anniversaire, notre reporter Serge Ekra de la Force, lui, s'est intéressé aux 3 derniers jours de pouvoir de Blaise Compaoré. Dans cet élément, il revient sur les faits ayant animé à cette révolution du peuple burkinabé. C'est un document historique que je vous invite à écouter à tout de suite. La mise en place d'un Sénat, la volonté de modifier la constitution burkinabé en touchant l'article 37 qui limitait les mandats présidentiels ont été à la base de la chute de Blaise Compaoré et de cette insurrection populaire. Blaise et ses ministres veulent passer par la voie parlementaire parce qu'un référendum pour eux serait trop cher et trop aléatoire. L'idée germait depuis au sein du gouvernement Compaoré et pourtant il était presque évident que le peuple refusait de manger de ce pain. Cela a été dévoilé au dernier moment le 21 octobre. Dès le lendemain, plusieurs organisations de la société civile, dont le Balai citoyen, appellent à la désobéissance civile. On érige des barrages éphémères un peu partout dans la capitale. On occupe des places. On sillonne les quartiers pour mobiliser autant que pour mettre la pression sur les députés. Le 28 octobre, une masse indomptable et inimaginable même prend la rue. Ils ne sont certainement pas 1 million comme l'affirme l'opposition, mais ils sont bien plus que les 50 000 manifestants en réalité, du jamais vu selon certains observateurs au Burkina Faso. Blaise Compaoré ne peut plus nier l'évidence et pourtant, il s'entête. Il fait prendre des décisions. À titre d'exemple, les 99 députés censés adopter la révision constitutionnelle sont ainsi invités à dormir à l'hôtel Indépendance à 200 mètres de l'Assemblée nationale. Il s'agit de leur éviter les pressions populaires, mais aussi de leur permettre de gagner l'hémicycle sans emprunter la voie publique puisqu'un discret passage relie l'hôtel à l'Assemblée. Le mercredi 29 octobre, la veille du fameux vote de la loi à l'Assemblée nationale, le traditionnel Conseil des ministres a bel et bien lieu. Il débute même à 9 h, comme d'habitude. À cette rencontre gouvernementale, il est évoqué les failles du dispositif sécuritaire. L'un des ministres déclare ceci: jamais la gendarmerie et la police ne pourront faire face à une telle foule. Seule l'armée en est capable. Mais depuis les mutineries de 2011, l'armée ne pèse plus grand-chose dans la capitale. Plusieurs régiments ont été éparpillés un peu partout dans le pays pour limiter la menace. D'autres ont été envoyés dans des opérations extérieures au Mali et au Soudan. Ceux qui sont restés ont pour la plupart été désarmés pour éviter encore une fois les mutineries. Et ce 29 octobre, une bonne partie d'entre eux, peut-être 2000 hommes, se trouvent déjà sur place à Bobo-Dioulasso pour la fête de l'armée qui a lieu chaque année le 1er novembre. Reste la police, la gendarmerie, peu équipés, des éléments de l'armée prêts à partir pour le Soudan et le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, considéré comme la garde prétorienne du président Blaise Compaoré. Les ministres font des propositions telles que l'avancement de l'heure du vote à 8 h pour empêcher les manifestants de s'organiser. Dans les heures qui vont suivre, le Burkinabé Kadri Désiré Ouedraogo, le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ainsi que le Sénégalais Abdoulaye Batili vont demander à Blaise Compaoré de retirer simplement
simplement son projet de loi. Le président burkinabé fera la sourde oreille. Il refusera même de recevoir les ambassadeurs de France, des États-Unis et de l'Union européenne qui se sont déplacés jusqu'à Kosiam. Pendant ce temps, l'insurrection s'organise. Le balai citoyen parcourt les quartiers et, le soir, tente d'occuper la place de la nation. Les partis se réunissent au siège du chef de file de l'opposition politique CFOP, coalition de plusieurs formations. Voilà pour l'affichage. Mais le sort du régime se joue ailleurs. Quelque part dans Ouagadougou, en un lieu tenu secret, on se réunit pour finaliser le plan de mise à bas du pouvoir. Dans l'anonymat de la nuit, partout dans la ville et même ailleurs, à Bobo-Dioulasso, à Koudougou, on fabrique des cocktails Molotov. On distribue des cartes indiquant les bâtiments à attaquer, des maisons de barons du régime pour la plupart. On définit la mission de chacun, secteur par secteur. Jeudi 30 octobre, la journée de tous les risques et de tous les dangers, tout va très vite. L'appareil sécuritaire a fait de la place de la nation, bientôt rebaptisée place de la Révolution, le verrou principal de son dispositif. Les alentours de l'Assemblée nationale sont hermétiquement verrouillés par les forces de défense et de sécurité. Mais la foule est immense. Gendarmes et policiers qui ont reçu l'ordre de ne pas tirer et qui ne disposent que de gaz lacrymogène et de lances à eau ne peuvent y faire face. Ils reculent une première fois, puis une seconde sur l'avenue de la nation. La foule en furie gronde comme un tonnerre. Le peuple burkinabé dans la rue gagne du terrain chaque minute. L'insurrection est consommée. À 9 h, les forces de l'ordre sont encerclées au niveau du rond-point des Nations Unies, à quelques centaines seulement de mètres de l'Assemblée nationale. Si ce verrou saute, c'est fini, pense-t-on au PC opérationnel au 6e étage du ministère de l'administration territoriale, d'où un haut gradé observe l'avancée des manifestants sur 8 écrans. Le plan élaboré la veille dans la clandestinité par les opposants fonctionne. Plusieurs groupes harcèlent les forces de l'ordre dans le but d'épuiser leur stock de grenades. À 9 h 25, le dernier barrage saute. Les éléments du RSP positionnés devant l'Assemblée ont eux aussi reçu l'ordre de n'effectuer, si besoin, que des tirs de sommation. Les soldats du RSP voient une vague de manifestants foncer sur eux. Ils ne peuvent plus rien. Ils replient. À 9 h 30, une fumée noire s'échappe de l'Assemblée nationale. Elle a été incendiée par les manifestants. Dans l'hémicycle, c'est la panique. Les députés détalent aussi vite que des poulets bicyclettes. Le vote pour l'adoption de la loi n'a pas eu lieu. Le projet est à l'eau. Dès lors, Blaise Compaoré est en très mauvaise posture. Entre-temps, d'autres groupes au commando ont attaqué les cibles identifiées la veille, la télévision et la radio nationale, mais aussi le siège du CDP, le parti de Blaise Compaoré, les maisons de plusieurs dignitaires, dont celle de François Compaoré et d'Alizeta Ouedraogo. Pendant que les manifestants avancent vers le palais de Kosiam, situé à plusieurs kilomètres au bout du quartier excentré de Ouaga 2000, Blaise Compaoré hésite. Au téléphone, plusieurs ministres l'exhortent à faire une annonce forte et à donner le pouvoir à l'armée. À 11 h, il convoque le chef d'état-major des armées, le général Honoré Nabéré Traoré, en sa qualité de ministre de la Défense. Traoré rejoint la présidence à bord d'un petit hélicoptère écureuil. Compaoré lui annonce qu'il va décréter l'état de siège, ce qui signifie qu'il transfère provisoirement tous les pouvoirs à l'armée. Il est 13 h. L'entourage de Compaoré demande à Bougouma, qui fut le secrétaire aux affaires juridiques du CDP, et à ses services de rédiger 2 décrets. Le premier instaurant l'état de siège et le second annonçant la dissolution du gouvernement. À cet instant, Compaoré a pris sa décision, il démissionnera. Mais il tergiverse, hésite sur les mots. À ceux à qui il parle au téléphone, il semble déboussolé et mal conseillé. Un de ses ministres raconte: le chef lucide et stratège que j'avais longtemps admiré s'était éclipsé. À 16 h, certains meneurs de l'insurrection obtiennent de rencontrer le président Blaise Compaoré. On entre dans le palais, raconte Hervé Ouattara, président du collectif anti-référendum CAR. Pas un bruit, on nous fait attendre. Au bout de 30 minutes, Blaise nous reçoit. Et là, cet homme que j'ai détesté toute ma vie me dit: Monsieur Ouattara, comment allez-vous? Ça fait bien longtemps que j'entends parler de vous. J'ai mis quelques minutes à reprendre mes esprits, toujours selon Hervé Ouattara. À 20 h 15, les représentants finissent par exiger sa démission. J'ai compris, l'heure est toctile. Je vais faire une déclaration. Mais le soir, à 20 h 15, ce n'est pas sa démission qu'il annonce devant les caméras de la télévision, mais simplement la dissolution du gouvernement et la promesse de remettre le pouvoir aux vainqueurs des prochaines élections. Ouattara et les autres se sentent floués. Ils appellent à descendre dans la rue dès le lendemain. Au sein de l'armée burkinabé, aucune responsabilité n'est prise. Ça tergiverse toujours. Le général à la retraite Kwame Lougué, cet ancien chef d'état-major, est populaire dans les rangs, pas chez les officiers qui le voient comme une personne qui lève trop le coude parfois. Il est aussi connu pour être l'ennemi de Gilbert Diendéré pour avoir tenté au début des années 2000 de mettre au pas le RSP. Alors que rares sont les Burkinabés à pouvoir l'identifier, son nom est soudainement scandé par les manifestants
manifestants sur la place de la Nation. Il les retrouve chez le Moronaba, le roi des Mossi, en début d'après-midi. Puis, il se rend à l'état-major pour revendiquer sa prise de pouvoir. Non, lui rétorque-t-on, avec un certain dédain. Ce n'est pas à toi de gérer ça. L'épisode Lougué sera un feu de paille, même s'il revendiquera une nouvelle fois la prise du pouvoir le 2 novembre. Depuis, il a disparu. Lors de sa velléité de prise de pouvoir à la télévision nationale, on lui aurait tiré dessus. Une information qui sera démentie. Mais ce qui est sûr, on le reverra plus tard les deux jambes dans le plâtre. Ce jeudi soir, dans l'entourage de Compaoré, Lougué n'est pas un problème. C'est Traoré qu'on accuse d'avoir fomenté un coup. Certains conseillers de Blaise affirment que le chef d'état-major était en contact avec l'opposition. Mais les proches de Traoré et plusieurs acteurs de cette journée historique assurent qu'il n'en est rien. Tout le monde est resté fidèle au président, assure un général. Le vendredi 31 octobre, à 8h00, la déclaration de Blaise Compaoré a cependant mis le feu. Il n'a plus le choix. Ce sera la démission ou un bain de sang. Dans la même matinée, Luc Adolphe Tiao, son premier ministre d'alors, l'exhorte à démissionner. Djibril Bassolé, son ministre des Affaires étrangères, lui envoie un SMS dans lequel il est écrit ceci. Chef, c'est fini. Il faut prendre une décision courageuse. À 10h, le président a compris que l'armée n'interviendrait pas. Il appelle Jérôme Bougouma et lui demande de mettre en œuvre l'article 43 qui constate la vacance du pouvoir. Il exige même que ce dernier rédige un communiqué. Une heure plus tard, le ministre envoie le communiqué par email à l'aide de camp de Compaoré, Céleste Koulibaly, et à son directeur de la communication, Ibrahima Sakandé. Ce dernier, déguisé en Monsieur Tout-le-Monde, enfourche une mobilette et le porte en personne à une chaîne de télévision privée près de Kossiam qui en fait état sur son antenne à 11h32. Une demi-heure plus tard, soit à 12h00, Blaise Compaoré quitte le palais sous la protection du RSP. Avec lui, son épouse Chantal et plusieurs proches. Le convoi de 28 véhicules se dirige vers Pau, son fief militaire, à quelques kilomètres du Ghana. Mais il apprend que des manifestants l'y attendent. Le convoi stoppe dans les environs de Manga. Un hélicoptère de l'armée française, certainement celui des forces spéciales basées à Ouagadougou, vient le chercher, lui, sa femme et 4 autres personnes. Direction Fadam Gourma, plus à l'est, où l'attend un avion français qui le conduira dans la soirée à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Le reste du convoi attend la nuit, puis s'ébranle en direction du Bénin. Les jours suivants, une nuée de dignitaires du régime prendra la poudre d'escampette dont le président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara. Ainsi a pris fin le règne de celui-là même qui aura passé plus d'un quart de siècle à la tête du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, après l'assassinat en 1987 de son fidèle compagnon, le capitaine Thomas Sankara. C'était donc un rappel des faits avec notre reporter Serge Ekra de la Force. La suite de cette édition et puis insurrection populaire de 30 et 31 octobre 2014. On en parle toujours dans ce journal. C'est l'an 2 que nous commémorons aujourd'hui. Et puis 2 ans après, quel bilan tire quelques Burkinabés? C'est la question que notre reporter Salmatou Badini a posée à quelques citoyens de la ville de Ouagadougou et je vous propose leur réponse dans cet élément. Le 30 et 31 octobre nous rappelle vraiment de beaucoup de choses car des frères, des amis, des Burkinabés sont tombés à la recherche de la démocratie, la justice et la stabilité et les meilleures conditions de vie. Et aujourd'hui, nous saluons la mémoire de tous ceux qui sont tombés. Vraiment, cette date, en tout cas, on prie Dieu que cette date ne revienne plus, en tout cas, dans notre pays. Pour le moment, en tout cas, il y a eu du changement, mais surtout les gens se plaignent toujours comme quoi, Blaise, en tout cas, le régime de Blaise me valait encore mieux que ce régime actuel là. Mais vraiment, comme c'est le début aussi de leur mandat aussi, on se dit que, en tout cas, ça va aller. On a l'espoir que ça va aller. Les gens, ça aussi, on pense vraiment qu'ils ont la carrure, en tout cas, de bien gouverner notre pays. On ne regrette pas ce qu'on a fait là. Jusqu'à preuve du contraire, même si c'est demain, si quelqu'un veut s'imposer même à la population, là, même demain, on le sortira. Ce qui est encore dommage, c'est la justice. C'est la question de la justice pour apaiser le cœur, pour que nous arrivions à la réconciliation. Il va falloir au préalable qu'un minimum de justice soit fait. Ce qui est triste, que beaucoup de gens n'ont pas compris, que quand on demande un changement et au finish on obtient ce changement-là, on ne peut pas obtenir tout de tout à la fois au même jour. Tout ça se construit. La démocratie, c'est un processus, ça peut prendre 10 ans, 15 ans. Mais c'est avec beaucoup de regrets et de tristesse que nous constatons de part et d'autre. Les gens se manifestent, les gens font des grèves, comme quoi ils veulent une meilleure condition de vie, etc., etc.
Des propos recueillis par notre reporter Salamatou Badini. Et puis le maire de la ville de Ouagadougou, Arma Bewende, a présidé samedi dernier la cérémonie de baptême du boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. C'est l'ex-avenue France-Afrique qui part du rond-point de la Pardoie jusqu'à l'avenue Norbert Zongo qui porte désormais ce nom de boulevard de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Et puis à la même occasion, l'édile de Ouagadougou, qui était accompagné du ministre d'État Simon Compaoré, a baptisé la place de la résistance au putsch du 16 septembre 2015. C'est l'intersection entre l'avenue Pascal Zagré et le boulevard de l'insurrection populaire qui porte désormais ce nom de place de la résistance au putsch du 16 septembre 2016. C'est la place juste en face de Palace Hotel ici à Ouagadougou. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a rencontré hier dimanche les familles des victimes de l'insurrection populaire et du putsch manqué au palais présidentiel de Ouagadougou. Il s'est agi d'échanges directs et francs selon les termes du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, qui ont duré environ 2 heures d'horloge. Plusieurs membres du gouvernement étaient présents lors de cette rencontre d'expression libre du donner et de recevoir, selon les termes de Roch-Marc Christian Kaboré. Les échanges ont débuté par l'observation d'une minute de silence pour nos parents, nos frères, nos valeureux fils qui sont tombés sous les balles assassines des éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle lors de ces événements majeurs au Burkina Faso. À cette occasion, le chef de l'État burkinabé a promis donc une prise en charge de tous les blessés de l'insurrection populaire et du putsch manqué. Il a même annoncé la venue ici au Burkina Faso d'une équipe médicale de Tunisie pour prendre en charge le plus grand nombre possible de martyrs de victimes de cette insurrection. Le Roch-Marc Christian Kaboré promet également la justice sur cette affaire de l'insurrection populaire de 30 et 31 octobre 2014. La justice, c'est ce qui nous tient à cœur, a dit le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Et puis, je vous rappelle, mesdames, messieurs, que la rédaction de la radio Ouaga FM met en place un plateau spécial à partir de 9h sur l'an 2 de l'insurrection populaire de 30 et 31 octobre 2014. Vous aurez droit à des reportages en direct sur le cérémonial qui est prévu ce matin à Ouagadougou, avec donc des invités de marque sur le plateau. C'est sur le coup de 9h sur les antennes de la radio de toutes les générations. Tout autre chose à présent, je vous l'annonçais en titre, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, débuté vendredi 28 octobre 2016, se poursuit jusqu'au 6 novembre prochain. Des exposants venus d'ici et d'ailleurs se bousculent pour faire connaître leurs produits et services. Allons à la découverte d'un de leurs dans ce reportage de Salamatou Badini. Yao, la vitrine de l'artisanat africain, est un cadre d'échange de produits, d'expériences, de services du savoir-faire en général. Dans les pavillons d'exposition, on y rencontre des professionnels de divers domaines, à l'image de Rasmane Sanfo, directeur de Moustakbal Négoce, une entreprise œuvrant dans le domaine de l'énergie solaire. Nous sommes ici au Siao, pavillon Kilimanjaro, pour présenter nos produits solaires et les services que nous offrons dans le domaine de l'énergie renouvelable, à savoir les dimensionnements, les installations, les équipements. Parce qu'aujourd'hui, notre entreprise a opté vraiment à faire des produits de qualité, ce qui nous a amené à participer au CIAO pour mieux présenter les produits et dire aux gens ce qu'il faut savoir avant de prendre l'initiative ou bien avant de décider quoi que ce soit à installer un système solaire. Car c'est l'avenir. Promouvoir les énergies renouvelables, rendre l'énergie solaire accessible à tous, tel est l'objectif de cet entrepreneur qui attend beaucoup d'ailleurs de ce CIAO. Bon, nos attentes vraiment, c'est qu'à la sortie de ce CIAO, que notre message puisse passer, à savoir faire connaître l'énergie renouvelable, précisément l'énergie solaire, et inviter des gens beaucoup plus davantage à s'intéresser à cette énergie-là. Car c'est une énergie propre, pure. Et qui contribue aussi à la protection de l'environnement. Un compte rendu signé Salamatou Badini. Et puis un mot de religion dans cette édition du journal. La jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a procédé à la cérémonie de lancement du plan triennal 2016-2017. Du 26 au 30 octobre 2016, la jeunesse des Assemblées de Dieu s'est retrouvée à l'église des Assemblées de Dieu de Sissin, c'est à Ouagadougou, autour du thème Jeunesse et vision de Dieu. Le compte rendu est de Aimé Assawadougou.
Pendant 5 jours, la jeunesse de l'Assemblée de Dieu du Burkina Faso s'est retrouvée pour mener différentes activités dans le cadre du plan triennal. Soirée de louanges et d'adoration, pose de la première pierre du siège de la jeunesse de l'Assemblée de Dieu, enseignement sur le thème jeunesse et vision de Dieu sont entre autres les activités qui ont été au programme. Pasteur Wenkouni Emewuya, président de la jeunesse de l'Assemblée de Dieu du Burkina, explique le thème de ce mandat. Ce plan triennal, en fait, c'est un programme de bureau à élaborer pour 3 ans. Et ce programme est axé sur un thème général, jeunesse et vision de Dieu, dont nous avons tiré l'essentiel dans la parole de Dieu, dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 5. Nous voulons par là interpeller les jeunes. Une jeunesse sans la vision de Dieu deviendrait problématique pour l'Église. Voilà pourquoi nous voulons qu'au cours de ces 3 ans, les jeunes puissent se répartir dans la parole de Dieu pour qu'ensemble nous puissions accompagner l'Église dans sa mission. Et pour accompagner l'Église dans sa mission, la jeunesse de l'Assemblée de Dieu du Burkina ne compte pas hésiter sur les moyens. Pasteur Wenkouni Emewuya. Pour ces 3 ans, nous avons beaucoup d'activités à mener. Comme je l'ai dit, les activités au niveau spirituel et moral, où nous allons mettre l'accent dans l'étude de la parole de Dieu, mettre l'accent dans la prière, mettre l'accent dans des retraites spirituelles, l'organisation des camps bibliques des jeunes, toute activité spirituelle qui puisse en tout cas amener les jeunes à être affermis dans leur foi. Nous n'allons pas lésioner sur les moyens. Aussi, sur le plan socio-économique, nous avons l'ambition de créer en tout cas des pôles de ressources financières et matérielles pour permettre au mouvement d'être beaucoup plus autonome dans ses activités et pouvoir aussi accompagner, comme je l'ai dit, l'Église. Notre rôle, c'est accompagner l'Église dans sa mission. Et sur le plan organisé, tout mouvement a besoin quand même d'un minimum d'organisation. Et durant ces 3 ans, nous allons y atteler, en tout cas, à mettre une organisation qui est acceptable, qui permet à ce que nous atteignions nos objectifs que nous avons fixés. Le premier responsable de la société Wenpanga, Julien Ouedraogo, parrain de la cérémonie, appelle la jeunesse de l'Assemblée de Dieu à se mettre au travail et affirme que Dieu fera le reste. Un compte rendu signé Aimé Assawadogopi, un mot de culture dans ce journal. La 9e édition des Récréatrales a ouvert officiellement ses portes le 29 octobre 2016 à Ouagadougou. Ce festival qui fait la promotion du théâtre africain se tiendra jusqu'au 5 novembre 2016. La cérémonie d'ouverture a été rehaussée par la présence du ministre de la Culture, Serge Ekra de la Force, nous en parle davantage. Chaque année, Gunguin connaît son ambiance particulière due aux récréatales qui, du reste, sont en cours depuis ce week-end. Le promoteur de ce festival, Étienne Miningou, a laissé transparaître lors de cette cérémonie d'ouverture son sentiment d'acteur de théâtre. La satisfaction de voir aboutir tous ces mois de travail et de voir aussi que la ferveur populaire, l'enthousiasme populaire, qu'il y a une espèce de magie, de poésie qui va s'inventer ici. Et c'est ça. Moi, j'ai toujours considéré que le théâtre et l'art au cœur d'un territoire participent à sa respiration. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Participe aussi à sa cohésion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut social. Vous avez des enfants, vous avez des femmes, vous avez des vieux, vous avez des plus riches, vous avez des intellectuels, vous avez des artistes, mais parce que ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous compose, c'est ce qui nous lie ensemble. Alors il y a une belle fraternité ici. Et l'art, dans une ville et surtout dans nos villes qui se développent, est absolument nécessaire pour participer à une forme d'écologie de la ville. Le ministre de la Culture, Tahirou Bari, justifie sa présence à cette cérémonie de lancement des récréatrales. Pour soutenir les récréatrales, pour soutenir les initiateurs qui ont décidé de faire de cet événement une activité culturelle incontournable dans l'échiquier burkinabé et africain. C'est un événement qui magnifie le théâtre, qui fait la promotion du théâtre et qui contribue d'une certaine façon à l'éducation artistique. Vous comprenez donc qu'un tel événement ne peut pas nous laisser indifférents. Sachez que plusieurs pièces théâtrales venues d'ici et d'ailleurs meubleront les récréatrales 2016 placées sous le thème « Sortie de l'ombre ». Et tout cela dans une ambiance de fanfare. Les infos sur Ouaga FM, la page au sport.
Sport, cyclisme, Tour du Faso 2016. À l'issue de la troisième étape courue ce dimanche 30 octobre 2016 entre Goursi et Ziniari, le Burkinabé Mathias Sorgo a perdu le maillot jaune au profit de l'Érythréen Salomon Zemanfès, arrivé premier avec un temps de 4h27 minutes et 17 secondes, soit une vitesse moyenne de 38,930 km/h. Le point de cette étape avec notre envoyé spécial sur le Tour, Franck Aristide Jefa. Avoir remporté la deuxième étape samedi dernier entre Boussé et Waïgouya, l'Érythréen Salomon Zemanfès a récidivé en arrivant premier en tête de course ce dimanche lors de la troisième étape longue de 171 km courue entre Goursi et Ziniari. Une victoire due indiscutablement aux différentes chutes du Burkinabé Mathias Sorgo. Ce dernier ne s'avoue pas pour autant vaincu en perdant son maillot jaune. Notre objectif c'est réellement de prendre le maillot jaune pour le Burkina parce que l'année passée, nous l'avons perdu et j'étais troisième au général. Et cette année, ça ne veut pas dire que forcément je dois gagner le maillot jaune, mais nous allons travailler ensemble pour qu'un Burkinabé porte le maillot. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'étape d'aujourd'hui nous a été fatale, mais j'ai dit que ce n'était pas fini. On n'a pas dit notre dernier mot, c'est juste quelques secondes qu'il a récupéré le maillot. Il reste encore cette étape. Nous allons essayer de revoir avec les encadreurs quelle stratégie mettre en place pour récupérer le maillot. Pour son coéquipier et compatriote de l'équipe nationale qui lui garde son maillot des points chauds, c'est vraiment dommage, mais ne désespère pas lui aussi. Seydou Bamogo. C'était une course difficile parce que Mathias il a chuté. L'objectif était de l'amener au sprint pour qu'il puisse quand même défendre son maillot parce que nous savons tous que ce maillot va se jouer au sprint. Si vous l'avez remarqué, il y a 60 secondes. Malheureusement, il a chuté, il a pris un vélo qui n'est pas son vélo, donc c'était difficile. Et encore une deuxième chute que je vais qualifier de maudit qui a vraiment porté un coup fatal, je dirais, sur la composition et la stratégie que nous avons mis en place. Les Érythréens sont en train de venir en force parce que ça fait sa deuxième victoire. Il gagne de ce point en même temps 10 secondes de bonification, donc le maillot est sérieusement menacé. En fait, j'ai essayé de l'en empêcher, mais malheureusement, j'ai pas pu. C'est vraiment dommage. Quant au directeur technique national, pour lui, l'équipe nationale burkinabé reviendra reprendre son maillot jaune, Martin Sawadogo. Je pense que ce n'est pas un coup. Si on a perdu le maillot jaune à cette étape, je crois que c'est dû à des chutes. Il était bien jusqu'à la rentrée de Ouagadougou, dans les derniers 15 km. Il n'y a pas de problème, il a chuté, il a repris, et à quelques 4 km encore, il a chuté. Et vous avez vu aussi l'arrivée là, comment c'était. Donc moi, je pense que c'est un incident, si vous voulez, alléger long court, qui a favorisé ça, parce qu'il suffisait de venir en groupe et il a le maillot. Moi, je pense qu'il n'y a pas lieu de se décourager, parce que les écarts ne seront pas réellement très nombreux, et le garçon a encore la possibilité pour aller encore rechercher ce maillot jaune là. Ça fait partie du sport, tous ces incidents là. Je crois que l'encadrement technique qui est là a essayé de motiver les coureurs cyclistes, même ceux qui sont descendus hier là. Rappelons que lors de la deuxième étape, 2 coureurs burkinabés ont été suspendus. Il s'agit de Abdoulaye Rouamba pour port de kit et d'Amidou Yamiogo pour propos déplacés envers la présidente du jury, l'Espagnole Isabelle Fernandez, envoyée par l'UCI, l'Union cycliste internationale. Dernier élément sonore de ce journal, nous sommes lundi 31 octobre 2016. Vous avez rendez-vous avec la chronique de la rédaction et c'est Serge Ekra de la Force qui s'installe. Nous. De quoi allons-nous parler aujourd'hui si c'est pas ce que vous savez déjà là? Cela fait 2 ans que les Yénégaïens ont refusé de continuer à avoir faim. 2 ans déjà que ce peuple, qui ne disait pas grand chose au reste du monde, a décidé de montrer à ce même monde-là qui a mis l'eau dans Coco. Oui, 2 ans que les fils et les filles du Yénéga sont allés chercher et ont trouvé là où Satan gardait ses léquets quand il finissait de jouer Maracana. 2 ans que des gens ont crié en chœur, trop c'est trop. Aujourd'hui là, ça passe ou ça casse. Ou encore, la patrie ou la mort, ça fait rien. On va mourir bien pour que d'autres ne meurent plus. 2 ans que des gens ont compris que sortir et rentrer librement chez soi est une bénédiction divine. Le contraire est un mauvais arrangement qui ne donne que de lointains souvenirs, surtout jamais récupérables. Ce petit passage-là, on peut le titrer de Ouaga 2000 à Babi en passant par la brousse. Mais vous-même, vous savez que c'est affaire qui envoie affaire. Et notre affaire de octobre là a réussi à créer d'autres affaires plus sérieuses même, hein? Je ne vous dis pas. Ceux qui sont actuellement là, ils ont transporté les dossiers jusqu'à... Ils ont eu courbature. Et tenez-vous bien, nom de code de tous ces dossiers, IP. Les blessés de l'IP, il faut traiter. Les orphelins de l'IP, il faut gérer. Les soldats de l'IP, il faut scanner. Les milliards de l'IP, il faut les compter. Et même pourquoi ne pas mener des enquêtes pour comprendre ce que ce type nous a enlevé. En effet, jusqu'ici, tout n'a pas été rose. On ne doit pas se le cacher. Maintenant, j'ai dit, oh, donc chaque année, ce sera comme ça, quoi. Insurrection Choco. Yénéga, non, il n'y a pas de pays pour nous.
Merci à Serge Ekra de la Force. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous qui l'avez suivi. Il n'y a pas de une des quotidiens aujourd'hui. Nous sommes 31 octobre 2016, jour désormais férié, pas de parution des journaux. À 8h, on se retrouve. À 7h45, d'abord, on se retrouve pour commenter l'actualité. À 8h, le retour des infos. Et n'oubliez pas notre grand rendez-vous de 9h. C'est avec le plateau spécial consacré à l'an 2 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Nous serons ensemble jusqu'à 12h temps universel. Excellente journée d'écoute des programmes de la radio de toutes les générations.